Alors aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la récupération d'eau de pluie, en passant par une cuve qu'il achète de 3000 litres avec un surpresseur, tout ce qui est filtration, ça coûte assez cher. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne qui parle des énergies renouvelables. On va parler de tout ce qui est récupération d'eau de pluie. Je suis en train de me mouiller pour vous là. Mais vous allez voir que ça vaut le coup. Ça coûte assez cher, il faut compter entre, tout dépend la capacité de cuve que vous voulez, mais il faut compter entre 3000 à 7000 euros. Hein. Alors bien sûr ça inclut le terrassement, il faut bien sûr avoir de la place et puis être propriétaire. Je vais vous montrer que même si on est locataire, on peut quand même aujourd'hui se débrouiller à faire de la récupération d'eau de pluie. Alors pour la récupération d'eau de pluie, je vais vous montrer que moi les cuves, je ne les ai pas achetées. C'est vraiment de la récupération de gens qui donnent. Alors c'est des cuves, des anciennes cuves à fioul en plastique. Donc ce genre de cuves en plastique, elles sont super parce qu'en fait elles sont assemblées ensemble. Donc ce qui fait qu'elles peuvent être enterrées sans aucun problème. Alors là on a une contenance d'à peu près 2500 litres et en termes de poids c'est assez maniable. Dans une remorque ça tient sans problème, c'est vraiment résistant. Alors pour ceux qui ne sont pas propriétaires, on peut se retrouver avec une cuve comme ça en extérieur, il lui suffit de mettre un bardage. Alors je vous conseille vraiment la cuve en plastique parce que la cuve en acier elle va garder l'odeur. Alors que le plastique, ce qu'il faut faire, il faut les laisser à peu près pendant 6 mois avec de l'eau en plein soleil. Et vous allez voir que l'eau, elle va verdir avec la photosynthèse. On va avoir une sorte d'eau verte. Et c'est cette eau verte qui va en fait, qui est gras, qui va accrocher le fuel, le gasoil. Et donc va permettre de décoller plus facilement. Alors il suffit de renouveler à peu près 2 ou 3 fois. On va dire, allez, en 6-7 mois. Vous avez une cuve qui sentait vraiment le fuel à quelque chose qui est vraiment très propre, très clair. Alors là, c'est les 3 dernières que j'ai récupérées. Donc là, elles sont en phase justement de nettoyage, c'est-à-dire que là, on voit les niveaux d'eau. Alors à choisir entre ces 3 cuves, je conseille plutôt celles avec les creux à l'intérieur parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus résistantes une fois enterrées. Alors que celles-ci, elles ont tendance à, si le concassé qui est mis à côté de la cuve n'est pas bien fait, vous pouvez vous retrouver avec une cuve qui va s'écraser dans votre sous-sol et au final la contenance elle va que diminuer. Donc ces cuves, vous avez à chaque fois 2500 litres. Ensuite les cuves, elles sont tout simplement ouvertes. Alors là je l'ai ouvert, on pourrait l'ouvrir encore davantage si on veut mettre une pompe. On peut quasiment l'ouvrir de façon à ce qu'une personne puisse rentrer dedans. Alors bien sûr, il ne faut pas être trop gros, mais pour le nettoyage, ça peut être pas mal. Donc on se retrouve avec 4 cuves de 2500 litres. Alors le top aurait été d'avoir une cuve de 5000 ou 10 000 litres. La chose à ne pas faire, c'est de percer les cuves en bas et de mettre des jonctions. Je sais qu'aujourd'hui, il existe des jonctions en PVC filetées qui permettent de relier en fait des cuves, mais comme souvent ça fuit ou la nature du sol permet justement à ce que les cuves elles bougent et vous donnera en fait des fuites par la suite. Le mieux étant de prendre du tuyau en ce qu'on appelle du Socarex, donc en 32, et vous faites des ponts comme ça entre les cuves. C'est pour ça que quand vous faites le terrassement, il faut prévoir au moins 50 cm en dessous de façon à ce que ces tuyaux soient pas visibles. Alors bien sûr ça demande un terrassement. Là on se retrouve avec une cuve à fuel qui fait 2500 litres, donc c'est les mêmes qu'on retrouvait tout à l'heure. Pour la réhausse, j'ai tout simplement pris des bidons bleus que j'ai coupés. Ça me fait une réhausse à pas trop cher. Et quand c'est plein, ça permet de s'évacuer. Moi j'ai mis du sable autour. Ça permet s'il y a vraiment des grosses pluies, quand les cuves sont pleines, de ne pas déborder. On est à peu près à 2-3 mètres de profondeur, le fond. Là je ne l'ai pas ouverte de façon très très grande, mais on aurait pu l'ouvrir pour aller dedans nettoyer. Alors une de mes premières cuves, on la voit ici, donc elle est entièrement recouverte. J'ai une dalle
avec du carrelage dessus, mais là il y a 3500 litres en PVC. On retrouve également à l'intérieur une pompe immergée automatique. C'est-à-dire que la pompe automatique, dès qu'elle est en pression, elle va s'arrêter. Pour de la récupération d'eau de pluie pour les toilettes, le mieux ça reste cette pompe. Alors c'est une pompe vide cave qui coûte pas très cher, qui même avec des impuretés permet de fonctionner, d'alimenter la chasse d'eau. Si on veut faire une récupération d'eau de pluie pour les douches et toute la maison sauf l'eau, à ce moment-là on passe par un surpresseur. C'est pareil, la pompe on essaie de la mettre en plein milieu, jamais au fond parce qu'elle prend les impuretés du fond. Et au-dessus, on peut se retrouver ici avec des impuretés qui vont descendre au fur et à mesure. Maintenant que je suis bien mouillé, je vais pouvoir vous montrer à la maison, dans les toilettes, comment j'ai pu réaliser l'automatisation. Alors on se retrouve avec une commande. Alors là vous avez le tuyau rouge qui est en fait tout simplement l'arrivée de la pompe d'eau. Le circuit initial, on n'y touche pas, c'est-à-dire que là il est fermé. Si jamais j'ai plus d'eau dans mes cuves, à ce moment-là je réactive mon robinet. Ensuite, en haut, on retrouve le petit connecteur, donc c'est ce qu'on appelle un contacteur switch, où en fait vous avez donc du courant qui circule, donc c'est du 220 volts. Il y a la phase en fait qui est coupée, donc on va appuyer sur le bouton pour vous montrer. Vous allez voir, ça va au bout là-bas, ça va descendre. Hop. Donc là on a le contacteur qui laisse passer le courant. À ce moment-là, donc, la pompe s'active, elle remplit le réservoir, le petit flotteur monté, on va entendre. Toc. Là, l'eau est coupée pour la pompe. Alors ce système, maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'il fonctionne, sans aucune maintenance. La chose à éviter, moi je me suis fait avoir, au départ j'avais branché directement mon tuyau d'arrivée rouge directement sur le robinet initial, mais comme il y a des toutes petites impuretés, et on se retrouve ici dans le plastique, il y a un trou qui est gros comme une aiguille qui laisse passer l'eau. Au final, s'il y a une poussière ou une saleté qui se met dans ce petit trou d'aiguille, dans la nuit ça vous vide toute la cuve. Et puis en plus, il faut tout nettoyer, il faut tout redémonter à chaque fois. Donc vous gardez l'installation d'origine. Ensuite, le tuyau il vient à l'intérieur. Alors le tuyau il est quasiment au fond. Vous allez voir que quand on remplit la cuve, on n'entend rien. Pas un bruit. Parce qu'en fait, l'eau elle se remplit directement par le bas, donc ce qui est plutôt intéressant aussi. Donc voici le schéma, donc on retrouve la cuve, la pompe, les toilettes, la réserve, le flotteur. Là on a donc le switch, le contacteur en 220 volts qui sera activé par le flotteur. Ici j'ai donc une prise 220 volts. Donc pour faire la jonction, vous récupérez des rallonges qu'il faudra sacrifier, qu'il faudra couper. Donc là, on reprend le neutre. Ensuite, le contacteur activera ou pas le neutre. Donc le neutre reva ensuite dans la rallonge. Et là, vous retrouvez avec la phase qui va directement sur la rallonge. Donc il faut sacrifier une rallonge, ce qui permet la jonction. S'il y a 10-20 mètres entre la cuve et le réservoir des toilettes, c'est le top. Ensuite ici, vous reprenez un tuyau de 16 qui pour moi était rouge et vous le mettez à peu près à 5 cm. On aurait pu mettre ici ce qu'on appelle un clapet anti-retour, mais comme il y en a un dans la pompe, ce qui assure et éviter que ça se vide. Voilà. Bien évidemment, le toit, faut qu'il soit le plus propre possible. Alors moi j'avais choisi cette tuile qui est magnifique, d'ailleurs elle n'est pas connue. C'est ce qu'on appelle de la tuile diamant de chez Imeris. Elle est un petit peu plus chère que la normale, fait comme une cérame.
comme une céramique en fait, et donc en fait elle se salit très peu. Et ça c'est vraiment important lorsqu'on fait de la récupération d'eau de pluie. Alors moi je la consomme pas, je la bois pas, mais dans les années à venir si j'ai besoin de faire, il n'y a pas de souci. Regardez comment elle est magnifique cette toiture. C'est une toiture qui a à peu près, je ne raconte pas de bêtises, 8-9 ans. Voilà. Donc on se retrouve après sur la gouttière. Donc la gouttière bien sûr elle doit être nettoyée assez régulièrement pour que l'eau collectée soit la plus propre possible. Donc on retrouve ici la gouttière, la descente. Alors on aurait pu mettre des filtres. Moi je sais que j'ai des filtres avant gouttière, enfin en sortie de gouttière. Et on peut mettre des filtres, tout simplement un seau percé avec du sable. Et ça permet d'enlever tout ce qui est feuilles. L'eau est ensuite collectée dans les cuves. Comme les ponts de jonction entre les cuves sont présents, ça va permettre de remplir toutes les cuves au même niveau. Et au cas où il y ait une fuite de cuve, tout le reste utilisable. Alors l'idéal c'est d'avoir un grand stockage parce qu'on se retrouve des fois avec des mois où il n'y a pas d'eau du tout. Et si on veut faire de la récupération d'eau de pluie pour alimenter la maison, ne serait-ce qu'en eau, vaisselle, douche, il faut quand même avoir des stockages assez importants. Alors moi j'ai fait le calcul, j'ai à peu près 15 000 litres de stockage. Donc là vous avez donc déjà une cuve de 2500 litres. Vous voyez, elle est ensuite recouverte d'une dalle de béton. Et ensuite je mets par-dessus du gazon synthétique. Donc là je l'ai plié, mais on voit visiblement rien du tout. On a donc un accès facile. Ici vous avez donc d'autres cuves de 1500 litres. Bon, tout ça pour vous montrer que j'ai quand même une grosse installation en récupération d'eau de pluie et ça m'a quasiment rien coûté du tout. Que de la récupération. Alors après le terrassement, j'ai un copain qui m'aide là-dessus, qui a un tracto, donc c'est sûr que c'est plus facile. Ça se voit pas. On a, alors ça se voit pour celles qui sont en phase de nettoyage, décantation. Mais quand elles seront enterrées, je remets encore 4 cuves. Donc le mieux c'est bien sûr de les mettre en sous-sol parce que déjà on a l'aspect esthétique, on ne les voit pas. On a ensuite une eau qui va pas être exposée au soleil, donc elle va rester bien claire, elle ne va pas verdir, sinon on a ce qu'on appelle la photosynthèse et la mousse qui va se présenter à l'intérieur. Et puis surtout en hiver, l'eau elle ne gèle pas, donc ça c'est vraiment important. L'idée de me pencher sur la récupération d'eau de pluie, elle est importante parce que de l'eau aujourd'hui ça commence à devenir de plus en plus difficile à en avoir dans plusieurs pays. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui 98% de la population, même plus je suppose, mettent de l'eau potable dans leurs toilettes. C'est un truc hallucinant. Donc en plus le mètre cube, il faut compter entre 3 et 7 euros le mètre cube. Tout dépend si votre ville est branchée au tout à l'égout. À partir du moment où vous êtes branché au tout à l'égout, automatiquement le mètre cube vous allez le payer plus cher parce que ça veut dire que l'eau va être traitée et donc elle va être acheminée à 3-4 km de là, elle va être repompée, refiltrée, décantation, désinfection et réinjection dans le réseau. J'ai beaucoup de gens qui voilà, sont aujourd'hui sensibles à ce genre de problème, l'eau, l'écologie, les panneaux solaires, le thermique. Souvent l'écologie va avec économie. Et puis de toute façon c'est le futur. Dans 15 ans ça sera la norme d'avoir des maisons 100% écologiques, autonomes, maison passive, même moi c'est même une maison positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle en consomme. D'ailleurs à ce sujet je ferai une vidéo sur la construction de ma maison parce que j'ai tout fait moi-même, de la fondation à la faîtière, la tuile. Donc je vous montrerai les résistances thermiques du matériau. C'est ce qu'on appelle une maison Euremac 2. Je referai bientôt d'autres vidéos sur
sur tout ce qui est énergie renouvelable. Alors sur ma chaîne, on parle souvent de panneaux solaires, photovoltaïques, on parle de thermique, photothermique, on parle d'éolien, de petits éoliens en fait. On parle de tout ce qui est mobilité électrique, vélo électrique. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo sur un deuxième vélo électrique qu'avec 95% de la récupération. Allez, à une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker.